Plus de 160 sous-marins allemands étaient opérationnels, et Dönitz envoyait continuellement de nouveaux bateaux dans les lignes de patrouille de l'Atlantique. Cela a préparé le terrain pour une confrontation épique en mai 1943, un mois qui entrerait dans la légende des sous-marins sous le nom de Mai Noire. Au printemps 1943, la bataille de l'Atlantique était en jeu. Les U-boots allemands patrouillaient dans l'Atlantique Nord en meute, menaçant les convois vitaux de l'Angleterre. En mars 1943, les sous-marins allemands sont à l'attaque. Il coule 108 navires alliés ce mois-là seulement. Les responsables alliés sont désespérés et certains craignent qu'une victoire allemande dans l'Atlantique soit imminente. Mars 1943 marqua le point le plus bas pour les Alliés. Ce mois-là seulement, les U-boots coulèrent environ 567 000 tonnes de navires. Un rapport de l'amirauté conclut que les Allemands n'avaient jamais été aussi proches de couper la ligne de vie transatlantique que lors des 20 premiers jours de mars. En avril, la peur était réelle. L'Angleterre pouvait être étranglée. Comme le rappelait un officier de la Royal Navy, il n'y a rien de plus triste que de voir un navire et d'entendre son naufrage. Telle était la réalité de la guerre des convois. Pourtant, même si les U-boots célébraient leur happy time, l'équilibre se déplaçait discrètement. Depuis la fin de 1942 jusqu'en 1943, les Alliés avaient construit quelque chose de nouveau. Pas une arme unique, mais un système. Le radar centimétrique permettait désormais aux avions et aux escorteurs de détecter les sous-marins en surface, de nuit ou par mer agitée. La radiogoniométrie à haute fréquence, œuf-d'œuf, permettait aux escorteurs d'intercepter les signaux radio et de suivre les meutes avant qu'elles n'attaquent. La formation évoluait. Les équipages des escorteurs s'exerçaient à des manœuvres coordonnées, exécutant des attaques progressives guidées par le sonar, perfectionnées par des commandants comme le capitaine Johnny Walker. De nouvelles armes entraient en jeu. Le mortier Hedgehog lançait des projectiles à fusée avant, augmentant la probabilité de destruction. Les avions déployaient la torpille acoustique Mark 24 Fido, chassant les sous-marins immergés. De nouveaux navires arrivaient. Les destroyers d'escorte et les frégates produites en masse comblaient les lacunes. Des avions longues portés comme le B-24 Liberator étendaient la couverture des patrouilles, comblant le dangereux air gap du milieu de l'Atlantique. Les porte-avions d'escorte et les navires Mac apportaient une puissance aérienne mobile directement au convoi. Même le renseignement jouait un rôle. Les codes Enigma avaient été à nouveau décryptés, fournissant un aperçu des déploiements de U-boots. Individuellement, chaque amélioration comptait. Ensemble, elles formaient un réseau, une défense stratifiée qui ne commençait à peine à révéler toute sa puissance. Pourtant, l'amiral Karl Dönitz restait confiant. Plus de 160 U-boots étaient opérationnels. Il croyait que l'Atlantique pouvait encore être gagné. Il continuait à envoyer des sous-marins sur les lignes de patrouille, cherchant à submerger les convois par concentration. Cette confiance allait être mise à l'épreuve en mai 1943. Fin avril, le convoi ONS 5, 42 navires marchands, quitta Liverpool à destination de l'Amérique du Nord. Lent, lourdement chargé et seulement faiblement protégé, 6 escorteurs sous le commandement de Peter Gretton. À leur insu, plus de 50 U-boots étaient positionnés sur leur route. Le 28 avril, le contact fut établi au sud du Groenland. Au début, le temps favorisait les Allemands. Des tempêtes violentes dispersèrent le convoi et mirent les escorteurs à rude épreuve. Plusieurs sous-marins s'infiltrèrent, suivant et attaquant. Un navire marchand fut torpillé. Des renforts furent dépêchés. Le groupe d'escorte 3, 5 destroyers venus de Terre-Neuve, rejoignit le convoi le 30 avril, portant la force d'escorte à 14 navires de guerre. La résistance se durcit. Les pertes furent limitées. Dönitz suspendit brièvement les opérations le 1er mai. Mais la tempête avait des conséquences. Certains escorteurs furent contraints de se retirer pour ravitailler. Le convoi ralentit, se fragmenta, redevenant vulnérable. Le 4 mai, l'ONS 5 tomba dans un autre piège. 29 sous-marins attendaient. Dönitz ordonna une concentration totale. Tous les U-boots disponibles convergèrent. Ce qui suivit fut le chaos.
Cette nuit-là, des dizaines de U-boots attaquèrent de toutes directions. Les torpilles déchiraient le convoi. Les 4 et 5 mai, 12 navires marchands furent coulés. Les escorteurs furent dépassés, étirés sur un champ de bataille déchiré par la tempête. Pendant un instant, on crut revivre Mars, mais quelque chose avait changé. Un avion canadien, PBI Canso, avait déjà frappé l'U-209, le mettant hors de combat. Les patrouilles aériennes longue portée atteignaient désormais plus loin que jamais. L'air Gap, le sanctuaire des U-boots, disparaissait. Puis, le 5 mai, un brouillard dense s'installa. Cela changea tout. Les guetteurs des U-boots furent aveuglés, mais le radar allié fonctionnait toujours. Les escorteurs pouvaient détecter ce que les sous-marins ne voyaient pas. Un autre groupe de soutien arriva, plus de sloops et de frégates. La mer se calma, le sonar redevenait efficace, la dynamique se renversa. Désormais, ce sont les escorteurs qui chassaient. Les navires de guerre poursuivaient agressivement les contacts, attaquant avec précision. Entre le 5 et le 6 mai, 5 U-boots furent détruits, d'autres déjà perdus plus tôt dans la bataille. La meute commença à se désagréger sous une pression soutenue. Ce qui avait commencé comme un désastre se transforma en renversement. Lorsque Dönitz interrompit l'attaque, le bilan était colossal. Environ 13 navires marchands perdus, mais 7 U-boots détruits. Près de 40 sous-marins avaient été impliqués, et pourtant le convoi avait survécu. L'ONS-5 marqua un tournant, non seulement dans le résultat, mais dans le contrôle. Les sous-mariniers allemands le qualifièrent plus tard de Stalingrad de la mer. Et ce n'était que le début. Tout au long de mai 1943, Dönitz continua de déployer des meutes, espérant retrouver son élan. Au lieu de cela, les pertes s'accumulèrent. Le convoi HX-237, protégé par de solides escorteurs, et le porte-avions HMS Bitter, fut attaqué, mais la défense tint. 3 U-boots furent détruits pour des pertes minimes. Le convoi SC-129 suivit. 2 navires furent coulés, mais la meute attaquante fut repoussée. Un U-boot fut détruit en retour, puis vint le SC-130. Cette fois, 13 navires alliés et une couverture aérienne constante formaient un bouclier. La meute n'atteignit jamais sa position d'attaque. Les avions frappèrent les premiers, dispersant les sous-marins avant qu'ils ne se coordonnent. Les escorteurs traquèrent les survivants. Le 25 mai, le SC-130 atteignit Liverpool indemne, inimaginable quelques mois auparavant. D'autres convois répétèrent le schéma. ON-184, protégé par l'USS Bog, ne perdit rien. HX-239, soutenu par le HMS Archer, vit un sous-marin détruit et aucun navire marchand perdu. Le schéma était clair, le chasseur était devenu la proie. Tout au long du mois de mai, les U-boots étaient détectés plus tôt, engagés plus rapidement et détruits plus souvent. Les taux de réussite s'effondraient, la survie chutait, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Environ 40 U-boots furent perdus en mai 1943, environ un quart de la flotte opérationnelle totale. Dans les mois précédents, les pertes moyennes étaient de 14. Maintenant, elles avaient presque triplé en un seul mois. Plus dévastateur encore, le coût humain. Plus de 1800 sous-mariniers furent tués. Seule une fraction survécut. Des équipages expérimentés, vétérans, officiers, futurs commandants avaient disparu. Ce ne sont pas des pertes pouvant être rapidement remplacées. Pendant ce temps, les pertes de navires alliés chutèrent fortement. Seulement environ 264 000 tonnes furent coulées, moins de la moitié du total de mars. Dans les seules batailles de convoi, les U-boots coulèrent seulement 19 navires, tout en perdant 20 sous-marins. En dehors de l'ONS-5, le ratio fut encore pire. 6 navires coulés pour 13 U-boots perdus. L'équilibre avait basculé de façon décisive. Pour Dönitz, la situation était incompréhensible. Ses commandants rapportaient être traqués sans relâche, par des navires, par des avions, par des technologies qui semblaient annihiler la furtivité. Le radar les détectait la nuit, les avions les attaquaient en plein océan. Les escorteurs coordonnaient leurs actions comme un seul organisme. Il tenta des ajustements. Le 27 avril, il ordonna aux sous-marins traversant la baie de Biscaye de voyager immergés la nuit et de n'émerger brièvement que le jour. Le résultat fut désastreux. Les avions alliés dominaient le ciel en journée. Les sous-marins, émergés pour recharger, étaient repérés et détruits. Au moins 6 furent perdus en transit ce mois-là seulement. Le moral s'effondra.
Les meutes, autrefois prédateurs agressifs, étaient maintenant défensives, réactives, vulnérables. Les commandants qualifiaient les opérations de suicidaires. L'un d'eux comparait cela à conduire son équipage vers une mort certaine. Fin mai, la conclusion était inévitable. Dönitz ordonna le retrait. Les U-boots furent retirés des routes de convoi de l'Atlantique Nord. Les opérations furent suspendues. Les sous-marins survivants furent redéployés au-delà de la couverture aérienne alliée, dans des eaux plus profondes, dans des théâtres secondaires, partout où la survie pouvait s'améliorer. L'Atlantique, autrefois dominé par les meutes, devint silencieux. Même Adolf Hitler s'opposa à cette décision, mais Dönitz savait que continuer signifiait l'anéantissement. Son propre journal de guerre enregistra le choc, des pertes décrites comme un coup dur et inattendu. Le Black May avait brisé la force. Les U-boots reviendraient né plus tard en 1943 avec de nouvelles tactiques et technologies, snorkel, design amélioré, mais le moment stratégique était perdu. Ils ne retrouveraient jamais la domination. Le Black May devint le tournant de la bataille de l'Atlantique. Les convois commencèrent à naviguer avec une sécurité croissante. La construction navale alliée dépassa les pertes, la tactique de la meute, le cœur de la stratégie allemande, avait été vaincue. Plus important encore, les Alliés prirent l'initiative. À la mi-1943, ils ne défendaient plus. Ils chassaient. Les U-boots étaient attaqués en transit dans les eaux côtières, même près de leur base. La ligne de vie de l'Atlantique était sécurisée. Cela changea tout. Avec les routes d'approvisionnement sûres, l'Angleterre resta approvisionnée. Les troupes et le matériel américain traversèrent l'océan librement. La préparation pour le débarquement devint possible. Gagner l'Atlantique n'était pas seulement une victoire navale, c'était le fondement de chaque opération alliée en Europe. Les historiens compareraient plus tard le Black May aux batailles décisives terrestres. L'expression Stalingrad de l'Atlantique en capture la signification non seulement une défaite, mais un effondrement dont la récupération était impossible. La bataille de l'Atlantique se poursuivit jusqu'à la fin de la guerre. Les U-boots continuèrent à combattre, à couler des navires, à évoluer. Mais après mai 1943, l'issue n'était plus douteuse. La tentative allemande d'étrangler les Alliés avait échoué. Le Black May reste le moment où technologie, coordination, renseignement et persévérance convergèrent et anéantirent la menace navale la plus dangereuse de la guerre. L'Atlantique était gagné. Et avec lui, la voie de la victoire en Europe était assurée.